commencer par des définitions. On va définir ce que c'est que la notion d'ordre et de vitesse de réaction. On va ensuite montrer la méthodologie de travail, comment on fait pour suivre une réaction enzymatique, les unités d'activité enzymatique, et on terminera par une théorie bien connue qui est la théorie de Michaelis-Menten et la détermination graphique des paramètres cinétiques. Nous allons ici surtout, dans ce cours, nous intéresser surtout à des enzymes qui sont appelées enzymes michaéliennes. Alors, pour commencer, nous allons définir la notion de vitesse. Quand vous avez une réaction, bon là je parle d'une réaction chimique, partez d'un réactif A pour arriver à un produit B. Vous avez toujours une constante de vitesse petit k. Vous avez plusieurs possibilités pour suivre la réaction. Soit vous suivez la variation de réactif, soit vous suivez la variation du produit. Si vous suivez la variation du réactif, le réactif il va baisser. Si vous suivez l'apparition du produit, le produit va, ici, la concentration va augmenter. Donc, ces courbes-là peuvent vous permettre de déterminer des vitesses. Alors, vous avez la possibilité de déterminer soit les vitesses à l'origine, donc au démarrage de la réaction. Vous pouvez aussi définir des vitesses à des instants donnés au milieu de la réaction. Mais généralement, pour ce qui nous concerne dans ce cours, on va surtout nous intéresser à ce qu'on appelle ici vitesse initiale. Alors, à un instant T donné, nous avons la vitesse qui est variation de A sur la variation en fonction du temps. Comme la concentration de réactif A va baisser, vous avez un signe moins. Si vous étudiez l'apparition de produits, c'est dB sur dt, donc variation de produit sur le temps, variation de temps. On aura aussi besoin d'une loi de Van 't Hoff qui est bien connue. Cette loi de Van 't Hoff définit la vitesse comme étant le produit de la constante cinétique par la concentration en réactif. Si vous étudiez la réaction à l'origine, donc au démarrage de la réaction, la vitesse à l'origine, donc au démarrage de la réaction, vous avez K à 0, c'est-à-dire la concentration initiale. Si vous étudiez la vitesse au milieu de la réaction, vous avez des vitesses K multipliées par la concentration à 1 ou à 2, ça dépend le temps où vous voulez mesurer votre vitesse. Généralement, les concentrations au milieu d'une réaction, comme ici à 1 à 2, sont difficiles à déterminer. C'est normal, parce que la réaction est rapide, c'est difficile à déterminer. Par contre, la concentration initiale, on la connaît. C'est pour ça qu'on va surtout, dans ce que va suivre, nous allons surtout nous intéresser à la vitesse initiale, V0, et on aura toujours besoin de cette loi de Van 't Hoff constante multipliée par la concentration initiale en réactif. Alors maintenant, nous allons voir une notion un peu particulière et qui est absolument indispensable pour bien comprendre tout ce qu'on va faire après dans la cinétique enzymatique. Alors c'est la notion d'ordre de réaction. Avant de parler de l'ordre des réactions enzymatiques, on va d'abord voir au niveau d'une réaction chimique qu'est-ce que c'est que l'ordre d'une réaction et comment on peut le définir. Alors, généralement, l'ordre d'une réaction, c'est le nombre de molécules de réactifs qui interviennent dans la vitesse d'une réaction. Alors là où il y a la difficulté, c'est que l'ordre de la réaction n'est pas forcément le même que la stoichiométrie. La stoichiométrie, ce sont le nombre de réactifs qui interviennent dans la réaction. D'accord ? Donc vous avez la petite a du réactif grand A, petit b du réactif grand B qui vont donner C. Donc on les appelle les coefficients stoichiométriques. L'ordre de la réaction peut être égal
coefficient stoichiométrique, mais parfois, il ne correspond pas au coefficient stoichiométrique. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans une réaction qui se fait de cette façon, il y a la réaction elle-même, et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la réaction, c'est le temps que mettent les réactifs à se transformer en produit. C'est la vitesse qui nous intéresse. Donc, l'ordre de la réaction est en rapport avec la vitesse. Vous avez donc ici une réaction où il y a donc passage de deux réactifs dans des produits. La vitesse, si on revient à la loi de Von Topf, va être égale à K, concentration de réactif A, multiplié par la concentration de réactif B, et vous avez des coefficients alpha, bêta. Ce sont les coefficients, le nombre de réactifs qui interviennent dans la vitesse de réaction. Alpha et bêta, la somme des deux coefficients, c'est l'ordre de la réaction. Par exemple, si vous avez une réaction où il y a un seul réactif, vous avez la vitesse Ka, donc ici c'est 1, l'ordre est de 1. Ici vous avez deux réactifs, ici vous avez coefficient 1, l'ordre est de 2. Donc ça, c'est dans le cas où tout se passe normalement. Alors, avant de voir quelques cas particuliers, nous allons aborder rapidement, sans trop nous étaler dessus, sur les équations des réactions d'ordre 1. Juste pour vous donner une idée des équations des réactions d'ordre 1, c'est l'ordre 1 et l'ordre 0 dont on aura besoin pour la cinétique enzymatique. L'ordre 2 et les ordres supérieurs, on n'en aura pas besoin. Donc, quand vous avez une réaction d'ordre 1, on passe d'un réactif A, on obtient un produit. Au temps 0, on part d'une concentration initiale petit a, il n'y a pas de produit. À un instant t donné, vous avez une fraction x de réactif qui va se transformer en produit. Donc la concentration de A à un instant t donné sera A moins x. Et vous aurez bien entendu x mol de produits qui sont formés. La vitesse étant dx sur dt, c'est la variation de produit sur le temps, c'est égal à K, facteur de la concentration réactive. La concentration réactive, à un instant t donné, c'est 1 moins x. Voilà. Donc, vous mettez le temps d'un côté et les concentrations de l'autre. Vous allez avoir donc K dt est égal à dx sur 1 moins x. On va intégrer les deux membres de l'équation, ici par rapport au temps et ici par rapport à x. L'intégration de cette équation va donner, donc vous avez ici 1 sur 1 moins x. L'intégrale de 1 sur 1 moins x, c'est moins log népérien de 1 moins x. Quand vous intégrez, donc ici, ça vous donne t, kt égale moins log népérien de 1 moins x, plus une constante d'intégration. Alors, la constante d'intégration, puisque c'est une constante, pour la déterminer, on va se placer à t égale 0. Quand vous êtes à t égale 0, x sera égal à 0. Donc, vous allez tout simplement ici avoir 0, ici 0. Donc, l'équation va donc, la constante va être log népérien de A. Donc, si vous remplacez le temps par 0 et x par 0, la constante sera logarithme népérien de la concentration en réactif. Donc, l'équation globale de la réaction va être Kt égale logarithme népérien de A sur A moins x. Donc, puisque vous allez avoir la différence, logarithme népérien de A moins logarithme népérien de A moins x, donc c'est logarithme du rapport A sur A moins x. C'est égal donc au logarithme népérien de la concentration initiale sur la concentration à un instant t donné. Si vous remarquez ici, donc si vous tracez logarithme népérien de A0 sur A en fonction du temps, c'est l'équation d'une droite. Vous avez donc ici y égale ax plus b, bt égale à 0. Donc la droite va passer par 0. La pente de la droite qui est ici A, donc la constante, c'est la constante de vitesse. Donc la droite va vous donner
directement la constante de vitesse. Si vous tracez directement x en fonction du temps, ce n'est pas une droite. Vous allez obtenir une courbe qui va avoir une limite asymptotique, donc un plateau, aller vers un plateau. Et là, le plateau automatiquement, puisque vous étudiez x par rapport au temps, x c'est la concentration de produit. Quand vous arrivez à la fin de la réaction, la concentration de produit va être égale à la concentration initiale en réactif. Donc, au plateau, vous allez avoir ici petit a, c'est-à-dire la concentration initiale de réactif. Et on va ici définir un facteur important. Remarquez ici que quand vous êtes à la concentration initiale sur 2, à la moitié de la réaction, quand la moitié du réactif est transformé, on a ici ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est donc le temps qu'il faut à la réaction pour transformer la moitié de la concentration initiale du réactif. Alors, nous allons pouvoir le déterminer puisqu'il suffit de remplacer A par A0 sur 2 dans l'équation. Et si vous remplacez A par A0 sur 2, vous allez tout simplement trouver le temps de demi-réaction égal à logarithme népérien de 2 sur K. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est très particulier, c'est caractéristique des réactions d'ordre 1. On remarque que ce temps est constant et indépendant de la concentration en réactif. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que même si vous augmentez la concentration en réactif, la moitié du réactif sera consommée toujours en même temps, quelle que soit la quantité de réactif. Et ça, c'est particulier aux réactions d'ordre 1 et c'est dû à l'équation, aux propriétés de ces réactions d'ordre 1. Alors, pour les réactions d'ordre 0 et d'ordre 2, le temps de demi-réaction est dépendant de la concentration en réactif. Alors, maintenant, on va voir un cas particulier de réaction qu'on appelle réaction d'ordre 0. Alors, ces réactions d'ordre 0, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous n'avez aucun réactif qui intervient dans la vitesse. Ça peut paraître bizarre, mais ça se comprend, on va expliquer. Donc, puisqu'il n'y a aucun réactif qui intervient dans la réaction, ça veut dire que, non, généralement, ceci se passe quand on a un large excès de réactif. Si vous avez une grande quantité de réactif A, donc, au début de la réaction, les variations de réactif vont être faibles et la diminution de la concentration sera négligeable. Donc on peut considérer qu'au début de la réaction, la concentration du réactif A va rester constante. Donc, quand on va au niveau de la vitesse, K multiplié par la concentration en réactif, A étant constant, toute la vitesse va rester constante. Donc la vitesse est indépendante des variations de la concentration en réactif. Alors, normalement, pour bien comprendre ceci, je vais vous présenter un petit modèle avec des Legos, je m'excuse, mais c'est très parlant. Alors, nous avons ici deux réactifs. Je symbolise les deux avec les Legos verts et les Legos jaunes. Alors, vous avez ici, par exemple, réactif A qui va réagir avec un réactif B. Au début de la réaction, vous voyez que la concentration du réactif vert, au début de la réaction, on va avoir une petite quantité qui va réagir de A et de B. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? La quantité de réactif qui a réagi pour le réactif qui est en large excès est faible. On peut presque considérer que la concentration du réactif n'a pas changé. Alors que pour le réactif B, ce n'est pas le cas. Donc, la concentration, la fraction de réactif qui a réagi est importante. C'est presque 25% de la concentration initiale. Donc, la variation de vitesse pour ce réactif va être mesurable.
influencer la vitesse, la variation de concentration du réactif vert ne va pas influencer la vitesse. Donc c'est ce qui explique, c'est ce qu'on appelle généralement dans ce cas la dégénérescence de l'ordre d'une réaction. Donc comment ça se présente quand on suit une réaction où on a un réactif en large excès? Au début, la vitesse paraît indépendante, constante, donc indépendante de la variation de réactif. Et on a donc ici l'ordre 0. La vitesse est constante. Mais à fur et à mesure que le réactif va se consommer, on ne peut plus alors négliger les variations de concentration et ça reprend l'allure de l'équation des réactions d'ordre 1. Donc, quand un réactif est en très large excès, on dit que l'ordre de la réaction est dégénéré par rapport à ce réactif. Donc, on considère que la variation de concentration de ce réactif est négligeable. Alors, retenez bien ça parce qu'on en aura besoin après pour la cinétique enzymatique. Alors, il y a un autre cas qui se présente. Si vous avez deux réactifs qui réagissent pour donner des produits, comme cette réaction, nous avons A plus B qui donne donc les produits C plus D. Normalement, d'après l'équation de Ventov, la vitesse est égale à la constante que multiplie la concentration de A et B. Vous avez ici 1 et 1, donc logiquement, l'ordre de la réaction devrait être de 2. Mais quand on étudie la réaction, on s'aperçoit que la réaction se comporte comme une réaction d'ordre 1. Elle n'a pas un comportement d'une réaction d'ordre 2. Alors, comment ça s'explique? C'est soit, comme on a dit tout à l'heure, il y a des dégénérescence de l'ordre par rapport à A ou B. Donc, on peut avoir aussi une autre explication, c'est que la réaction peut se faire en plusieurs étapes. Et généralement, quand la réaction se fait en plusieurs étapes, c'est toujours l'étape lente qui va déterminer la vitesse de la réaction. Donc, je pense que c'est logique, ça se comprend. Si vous avez ici l'étape 1 qui est rapide et l'étape 2 qui est lente, c'est la deuxième étape qui va définir la vitesse globale de la réaction. Donc, quand on va définir la vitesse, on va la définir par rapport à la deuxième étape, l'étape lente. Et là, la vitesse sera égale à K2, donc la constante de la deuxième étape, multipliée par le complexe AB. Donc, l'ordre ici est de 1. Alors que la réaction globale, on pourrait penser qu'elle serait de 2. D'accord? Bien, alors, on va retrouver ce cas au niveau des réactions enzymatiques. Maintenant, nous allons passer aux réactions enzymatiques et nous allons revoir tout ce qu'on a vu pour les réactions chimiques. Donc les notions d'ordre et de vitesse. Pour la vitesse d'une réaction enzymatique, généralement on suit la réaction en suivant les variations d'un substrat. Donc l'enzyme va réagir avec un substrat pour donner un produit. Alors on a plusieurs possibilités, 2 possibilités exactement. Soit on suit la variation de la concentration du substrat en fonction du temps, soit on suit l'apparition du produit en fonction du temps. Alors, comme tout à l'heure, dans ce cas, on va avoir une courbe descendante et dans le cas du produit, on va avoir une courbe croissante, donc ascendante. Et on va, dans le cas des réactions enzymatiques, nous intéresser surtout aux vitesses initiales de la réaction. C'est donc la tangente de la droite. Donc vous avez placé ici une tangente, la partie linéaire de la courbe. Et la tangente de cette droite va nous donner la vitesse initiale. La même chose ici. Ici, la vitesse sera négative et ici, positive. Alors, pour ce qui est de l'ordre des réactions. L'ordre d'une réaction enzymatique
en général, les réactions enzymatiques n'ont pas d'ordre. Ils ont toujours un ordre mixte. Donc, on va avoir toujours cet état de figure où la réaction au début est d'ordre 0 et ensuite, elle va adopter l'allure d'une réaction d'ordre 1. Alors, pour l'explication de l'ordre 0, je vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure. On va ici toujours se mettre dans les conditions, ça c'est uniquement expérimental, donc c'est quand on étudie les réactions in vitro. Donc in vitro, généralement, on va se placer à des concentrations en substrat très élevées. Et on va voir tout à l'heure pourquoi avec la théorie du Michaelis-Menten. Quand vous avez une concentration très élevée, donc au début, vous allez avoir un ordre, ici une vitesse constante, et ensuite ça va suivre l'allure d'une réaction